Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce matin pour deux sujets distincts. D'abord, on accueille à la première partie de cette rubrique la Fondation Digicel, représentée par la directrice Madame Sophia Stransky et la responsable de projet et relations publiques, Madame Jocelyne Gao. Et dans un second temps, Jean Félan, responsable du parti Les Engagés pour le développement, sera donc reçu à la rubrique Le Point. Mais elles sont déjà là avec nous pour la Fondation Digicel. Madame Sophia Stransky, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci, bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole ce matin. Vous êtes une habituée, je peux dire. C'est pas ma première fois. Je peux me permettre de le dire. Je suis toujours contente d'être ici. Voilà, le contentement est partagé. Madame Jocelyne Gao, bienvenue, bonjour. Bonjour Wendell, merci. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous et partager les réalisations de la Fondation Digicel. Vous l'avez dit, les réalisations, le dernier rapport et aussi Combit pour changement. Combit pour changement. On va en parler également. Alors commençons par le commencement et le rapport. Le rapport de cette année, le dernier rapport fait état d'un certain nombre de réalisations de la Fondation. Tout à fait. En fait, le dernier rapport, c'est vraiment une célébration de nos 15 ans. L'année dernière, on a fêté nos 15 ans. Et quand on a lancé le rapport, en fait, on avait 16 ans. Et si on peut parler un petit peu des réalisations, notre mission, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, mais on ne peut pas tout faire. On a un focus sur l'accès et la qualité de l'éducation. Et pour réaliser notre mission, on a 4 programmes. On a le programme de construction d'écoles, on a le programme de développement professionnel. Et comme l'éducation, ce n'est pas le seul problème dont nous confrontons en Haïti, on a également des subventions que nous faisons dans différents secteurs. Et on a un programme que nous avons à l'intérieur de l'organisation, c'est l'engagement des employés, où on incite les plus d'un millier d'employés de la Digicel de participer dans les actions au niveau de la Fondation pour contribuer à la société. Et pour cette année, on vient de fêter nos 16 ans et avec 192 écoles et construites à travers ces années, ce qui fait en moyenne une école de construite par mois et dont on est très fiers à travers les 10 départements du pays. Et très souvent, je dirais, dans les endroits les plus reculés. Plus récemment, après le séisme du 14 août 2021, on avait pris un engagement de reconstruire certaines écoles. Et là, dernièrement, on a fait les inaugurations de 4 écoles. On avait fait un engagement de $1 million. En fait, on a dépensé plus de 1,8 million de dollars pour construire une école à Vieux-Bourg, à Quin, une autre à Ravinsab, Cavaillon, une autre à La Tibolière, dans la Grande Danse, et une à Charpentier, à l'entrée des Cailles. En fait, on est très fiers de ces constructions-là. Et on continue avec les constructions. À part de ça, on parle de développement professionnel. Cette année, depuis quelque temps, on a fait un partenariat avec le ministère de l'Éducation sur la gestion de proximité. Et on a lancé un projet qui s'appelle PARSEC. C'est le projet d'appui au renforcement
des capacités des communautés scolaires pour une éducation de qualité. C'est très long, je sais. Oui, Même pour moi, c'est difficile, mais en fait, c'est quoi? C'est de favoriser la création des structures participatives. Parce que ce qu'on a réalisé à travers les années, on faisait beaucoup de construction pour des écoles existantes. On investissait dans le développement professionnel pour les directeurs, pour les enseignants. Mais à travers les années, on a réalisé que les écoles n'arrivaient pas à faire l'entretien des immeubles et ils n'arrivaient pas à garder les enseignants qu'on avait formés. Pourquoi? Problème budgétaire. En fait, on a dit qu'il faut renforcer les structures participatives pour créer, disons, un sens de ownership, propriété et d'appartenance et à tous les niveaux. On a commencé avec les élèves, les enseignants, les parents, pour qu'ils puissent vraiment mettre la patte, pour aboutir au conseil d'école, pour qu'ils aient un plan de développement pour leur école, qui maintenant leur donnait la possibilité d'avoir un financement de la Digicel, Fondation Digicel, pour créer une entreprise sociale pour leur école, pour faire face à les dépenses qui courent tous les années, quoi. Et à cette émission, nous parlons éducation, mais ça n'a rien à voir avec la rentrée des classes prévue pour la semaine prochaine. Bon, écoute, nous, on travaille pour la rentrée des classes en tout temps. Et cette année, on est vraiment très heureuse de voir que les 2 écoles qu'on a récemment inaugurées, qui vont recevoir plus de 800 élèves, vont aller à l'école dans des conditions privilégiées presque. Dites-nous, 192 écoles construites en 16 ans, et ce qui donne une école par mois. Est-ce que ce sont toutes des écoles privées ou des écoles nationales ou mixtes? C'est mixte. On a des écoles communautaires, on a des écoles nationales, on a des écoles privées, on a des écoles congréganistes, nationales. Vraiment, c'est un grand mélange. Et vous avez choisi de financer la construction de ces écoles. Oui. Sur quelle base? Bon, on recherche... premièrement, il faut qu'il y ait le besoin. Et on recherche des écoles où il y a, disons, une bonne gouvernance. Parce que c'est un investissement, on a un choix. Et on peut investir dans différentes écoles, mais ce qu'on recherche, c'est le retour sur l'investissement. On veut s'assurer que quand on retourne 5 ans, 10 ans après, que l'école fonctionne toujours et donne une éducation de qualité. Mais en même temps, on veut favoriser aussi que les gens qui vont dans ces écoles-là ont vraiment besoin de cette éducation. Je ne dirais pas défavorisés, parce que je crois que la classe moyenne est très importante aussi pour la croissance d'un pays, mais que la nécessité soit là. Mais c'est vraiment la gestion qui est importante et la qualité de l'éducation qui est dispensée dans les écoles. Ce sont des écoles construites dans le pays profond ou bien, oui, tout à fait. Ou bien en ville, en milieu urbain? Je peux dire que la Fondation Digicel est l'une des fondations qui va dans les coins les plus reculés du pays. Globalement, en termes de coûts, pour 192 écoles, ça ferait combien? Quelques millions? Quelques millions? Non, c'est plus que quelques millions. Bon, en fait, notre investissement à date est à peu près à 85 millions de dollars US. Mais je peux dire que la majorité de nos budgets, en général, va vers la construction. Je ne veux pas donner un chiffre, mais je peux dire qu'au moins, je dirais... Vraiment, je n'ai pas envie de donner un chiffre qui ne soit pas ça. Mais je dirais dans 50 millions, à peu près, pour les 192. Est-ce que ce sont des constructions qui tiennent compte des normes parasismiques? Tout à fait. Choses de ce genre. Bon, évidemment, on va peut-être les regarder. Je suppose qu'on pourra se faire une idée de ces constructions-là. C'est ça. Parce que
j'avoue que quand on a fait les 20 premières écoles, c'était avant le séisme de 2010. Et on n'avait pas un plan type. Mais après le séisme, quand on a vraiment commencé on avait pris l'engagement d'arriver à 150 écoles, on a embauché une firme justement pour avoir tous les calculs structurels pour les séismes et également pour les cyclones, et pour que ce soit très adaptable, parce que, écoute, construire aussi rapidement, il fallait un plan très flexible, mais un plan très solide en même temps. Donc là, et 85 millions en 16 ans, c'est ça? C'est quand même quelque chose. Oui. Oui. Oui, et vous avez dit aussi que vous privilégiez les écoles mixtes. Quelle est la capacité? Alors, quand je dis mixte, je ne parle pas de garçons et filles. Je dis mixte dans le sens privé-public. Je dirais qu'on a beaucoup plus d'écoles, disons, moins d'écoles privées, mais beaucoup plus d'écoles communautaires et nationales. Mais je n'ai pas le pourcentage exact, mais la majorité de nos écoles sont soit communautaires ou nationales. Quelle est la capacité de chaque salle de classe? Bon, on respecte les normes du ministère et on favorise les 45 élèves par salle de classe. Est-ce que la Fondation fait un travail de suivi après la construction de ces écoles? Oui, à travers le programme de PASEC qui a été lancé en 2017, qui est le projet d'appui au renforcement des capacités des communautés scolaires et pour une éducation de qualité. C'est très long. Et donc, ce projet-là vise à aider les communautés scolaires justement à impliquer, à créer des structures participatives pour une amélioration de la performance de l'école et également pour la durabilité. Donc, et à travers le programme de professionnellement et développement professionnel, on a le projet PASEC qui aide justement les écoles à créer des entreprises sociales avec l'appui technique de nos formateurs sur le terrain, où ils peuvent avoir une entreprise justement qui tend à rendre l'école autonome. Nous avons 64 écoles qui participent déjà à ce programme-là, dont 51 ont des projets qui rapportent déjà. Donc, ce n'est pas des éléphants blancs, une belle construction. Non. Et comme on dit, on a une équipe de formateurs sur le terrain qui, je ne dirais pas, parce qu'on a fait une évaluation de nos écoles. On a dit, bon, on a des écoles vraiment qui fonctionnent tellement bien, ils n'ont pas besoin de notre accompagnement. Et puis, il faut avouer, on a des échecs. On a des écoles qui sont rebelles, c'est pas la peine d'investir encore dans ces écoles-là. On a des écoles maintenant qui sont dans le milieu, juste milieu des deux, avec qui on donne un accompagnement. On s'assure que l'administration est bien suivie, qu'on regarde la pédagogie dans la salle de classe et puis, comme a dit Mme Gao, on travaille également pour les structures participatives. Donc, ça, c'est pour faire le suivi et pour s'assurer justement que si on dit 45 élèves dans la classe, qu'il ne met pas 100 élèves qui ne va pas avec l'idée de l'éducation de qualité. Et là, on est où? On est où là maintenant? Ah là, c'est à Charpentier. Et Charpentier se trouve à l'entrée des Cailles. Ça, c'est un établissement qui a 12 salles de classe. Ça, c'est à la Tibolia, à l'entrée de la Grandance, de Jérémie, pardon. Et 2 écoles qu'on vient d'inaugurer. La Tibolia, cette école a également 12 salles de classe, cafétéria et cuisine, un espace pour éventuellement avoir une salle d'informatique. C'est ça. Ça, ce sont 2 de nos reconstructions après le séisme que nous avons récemment fait. Et je peux dire également, ce sont 2 écoles nationales congréganistes.
OK. Et tout cela se fait sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale ou bien vous travaillez conjointement avec eux au niveau On du ministère? travaille, nos plans ont été approuvés par le ministère de l'Éducation nationale et pour le programme de PARSEC, on a un accord qu'on a signé avec eux et que nous travaillons ensemble là-dessus. Vous avez parlé de la qualité de l'éducation, vous jetez un œil aussi sur ce que font les professeurs et ce qu'ils donnent comme formation. C'est ça, on essaie d'améliorer, de la guider. Il y a un suivi pédagogique qui est fait. Là, ce sont deux écoles, comme vous l'avez dit, deux écoles qui viennent d'être inaugurées. C'est ça. OK. Donc avant, on était à 190. C'est ça. Et maintenant, on est à 192. Tout à fait. OK. Et on a déjà d'autres constructions en cours. En cours. On a des constructions en cours. C'est ça. Où ça? Bon, on a une expansion qu'on fait à Fiossi, et dans l'ouest, Fiossi, là. C'est avec les Spiritains et de Saint-Martial. On a également, derrière Saint-Louis-de-Bois-de-France, c'est tout près de chez nous, à Turgeau. On fait une expansion également. On travaille également avec nos petits frères et sœurs à Kinskov. Ça, c'est un projet un petit peu, c'est pour des enfants avec des déficiences mentales et qu'on travaille sur une école avec eux. Et bientôt, on va commencer sur une autre construction dans la ville du Cap-Haïtien. OK. Et après l'éducation, il y a aussi Combit pour changement qui est en cours. Comment ça s'annonce cette année? Combit pour changement, je peux dire, s'annonce bien. Elle est à sa 7e édition. Elle a été lancée en 2017 et lors du 10e anniversaire de la Fondation. Donc cette année, nous avons reçu près de 328 applications pour différents types de projets, accès, éducation, environnement, inclusion, moyens de subsistance. Et dans moyens de subsistance, on retrouve la pêche, la transformation agricole, l'agriculture, l'élevage. Donc là maintenant, nous sommes à la 2e phase et nous avons sélectionné 49 organisations que nous allons bientôt visiter et de manière à prendre beaucoup plus connaissance avec les organisations, de vérifier effectivement si le projet est pérenne, si elle est durable, si le budget fait un peu de sens. Et également vérifier est-ce que la communauté est au courant du projet. Parce que Combit pour changement vise à développer les communautés. Donc il faut que les communautés soient au courant de ces projets-là. Et les enjeux cette année? Bon, les enjeux, je peux déjà commencer par dire l'inflation. Parce que ce n'est que récemment que nous avons commencé à faire les subventions en dollars. Parce qu'auparavant c'était en good. Et avec l'inflation, ça traînait un petit peu et ça empêchait que le projet se réalise sur le temps imparti par la Fondation. Et parce que si on a une organisation qui fait une construction, par exemple, pour son centre de transformation, qui avait prévu d'acheter 60 sacs de ciment, par exemple, mais avec la subvention, on ne pourra peut-être plus acheter les 60 sacs de ciment. Donc, pour y pallier, on a une équipe sur place et très compétente, et dont on est très fiers également, qui accompagne ces organisations-là en les prodiguant des conseils et pour qu'ils puissent vraiment, s'il faut réduire la construction, qu'ils doivent réduire et pour qu'on ait le produit final et que la communauté puisse bénéficier du projet. Vous avez dit tantôt que vous tenez à ce que tout le monde soit au courant. Et comment cela se passe? Est-ce que c'est déjà fini pour les inscriptions, tout ça? Oui, on a lancé le 10 mai et ça s'est étalé sur une période de 1 mois et demi jusqu'au 21 juillet. Donc là, on a terminé, on a conclu avec la première partie et à présent, nous sommes à la 2e phase. On a combien de concurrents ou de compétiteurs? 49. Donc là, on est rendu à 49, mais c'est extraordinaire. On était à combien avant? 328. On était à 328. Oui, c'est réduit. Oui, il y a une grande demande. Oui.
Et vraiment, on essaie de rendre le formulaire très, très simple pour que ce soit vraiment accessible aux organisations vraiment de base. Et on a réalisé que la demande est énorme. Quand on a lancé, bon, vous étiez là. Une fois, oui. Et c'était la première année, c'était pour nos 10 ans qu'on a lancé. Et c'était censé être juste une compétition pour nos 10 ans. Mais on a réalisé que la demande à travers le pays était tellement énorme qu'on a fait ça une campagne annuelle. Et chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et vraiment, à travers, il n'y a que 7 communes en Haïti dont on n'a pas encore reçu une application. So, en fait, nous, on essaie d'augmenter. On avait commencé avec 10, la première année, 10 ans, 10 subventions. Il y a, par exemple, l'année du séisme, on en a fait 22. Chaque année, on promet au moins 15, mais parfois on donne davantage. Ça dépend vraiment de la qualité. Mais qu'est-ce qu'on exige en général des compétiteurs? On veut que ce soit vraiment un projet communautaire, pas un projet personnel. C'est pour ça que très souvent, quand on va sur le terrain, on veut voir est-ce qu'il y a le groupe, vraiment les différents membres de l'organisation qui sont présents. On veut s'assurer que c'est un projet durable. On veut voir et que le budget fait le sens, que ce n'est pas beaucoup d'investissement dans des ressources humaines ou dans des repas, et puis des maillots, etc. Et vraiment que ça répond à un besoin de la communauté. Mais il y a également l'organisation en soi, également, et parce que l'organisation doit avoir 3 années d'existence, l'organisation doit être enregistrée, donc il doit avoir des documents légaux pour participer à la campagne. Et puis, bon, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un certain suivi par rapport au fonds décaissé pour les, tout à fait. Pour les gagnants? Oui. 2 ans, 3 ans après, vous continuez à suivre? Oui, et de 1 à 6, on continue à suivre les organisations, on les visite pour s'assurer que le projet est toujours là. Et je dois ajouter... Pour de nouvelles injections de fonds? On va y arriver. On va y arriver. Je voulais faire le point sur les finissants. Et de cette campagne, ils reçoivent une formation sur la gouvernance, sur la gestion de conflits, sur la gestion du budget, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait un conflit dans une organisation et qui empêche que le projet se termine. Donc, c'est très important pour nous, ces formations-là, et les suivis également. Donc, on fait le suivi et l'évaluation avec les organisations. Maintenant, pour arriver au point de est-ce qu'il y a un autre investissement qui sera fait, je pense que l'année prochaine, on va lancer une campagne spéciale. On l'a déjà fait lors de notre 15e anniversaire, parce que les organisations gagnantes ne peuvent plus reparticiper dans la campagne. Donc l'année dernière, lors de notre 15e anniversaire, nous avons organisé une campagne spéciale justement pour les anciens gagnants où ils pouvaient participer soit pour un nouveau projet ou pour l'extension du projet dont ils avaient déjà reçu une subvention. Et comment ça s'était passé? Ça s'était bien passé. Nous avons... Explique le projet parce que je pense que c'est assez intéressant le projet. Oui. C'était un projet au début de transformation et de canne et transformation agricole. Maintenant, ils ont soumis un autre projet pour transformer en clairin. Donc, ils ont reçu une subvention de 15 000 $ pour continuer avec ce projet-là. Parce qu'avant, ils faisaient le rapadou et le sirop. Mais il y a beaucoup plus d'argent dans le clairin. C'est en fait... Non, nous boyons en pile. Surtout ça, je sais. En fait, et vraiment, c'est une organisation qui vraiment extraordinaire. Je dirais la moyenne d'âge est peut-être de 65 ans de cette organisation, mais ils sont des oui travailleurs. Oui. Et récemment, Jocelyne et moi, on est sortis sur le terrain. Après les inaugurations qu'on a fait le même jour à la Tibolière et à Charpentier, comme on était dans la zone, on a été visiter des anciens gagnants. Et puis, on s'est dit, cette campagne spéciale qu'on a fait pour les anciens gagnants, ça doit revenir parce qu'on a vu tellement, je dis, de progrès et la manifestation des participants était vraiment extraordinaire. Et le premier investissement ne suffisait pas à rendre les entreprises autonomes? C'est pas ça. C'est pas, par exemple, il y a
c'est pour pouvoir avoir un impact sur un plus grand nombre en général. C'est bon, différentes choses. Par exemple, on a été pour voir une distribution et pas de caprin, c'était De porc. c'était de porc, justement, de porcin, et vraiment un impact extraordinaire. Les témoignages des gens. Et ils ne savaient pas qu'on venait, c'était vraiment à la dernière minute qu'on a décidé. Ce n'était pas comme si du théâtre, tout ça. Et on s'est dit, on doit continuer vraiment d'avoir de nouveaux, mais il ne faut pas laisser tomber les anciens aussi, et on va continuer avec cette campagne. Ça, c'est une nouvelle école aussi? Ça, c'est une compilation. Ça, c'est là, et c'était à Ouajabou, non pas Ouajabou, dans le centre. Ça fait staff et l'engagement qu'on fait avec les employés. Ça, c'est avec Special Olympics, parce que vous savez que la Fondation Digicel, on est un des plus grands supporters de Special Olympics Haiti. Justement, on les a aidés à aller récemment dans les Jeux mondiaux à Berlin. Ils sont revenus avec 6 médailles. Bon, ils étaient 6 athlètes, ils sont chacun revenus avec une médaille. À part Combat pour changement, on a certaines subventions, certaines organisations avec qui nous travaillons chaque année. On va finir, mesdames, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous demander quelles sont les perspectives pour les prochaines années. Bon, je pense qu'on a une bonne formule. Dans le sens, je pense que la demande de construction d'écoles continue. Au contraire, on ne peut même pas répondre je dirais même à toutes les bonnes demandes que nous avons. On va continuer avec la construction. L'accompagnement est important. Je pense que le ministère de l'Éducation, il met beaucoup d'emphase sur la gestion de proximité. On va continuer dans ce sens-là en termes dans le programme de développement professionnel. Combat pour changement, je pense que c'est devenu notre campagne forte pour les subventions. Alors, c'est ça. Et puis, on va avoir la campagne spéciale pour les anciens gagnants. C'est ça. Et puis, bon, à tout chien, quand il y a un problème dans le pays, la Fondation Digicel, dès qu'on peut, on essaie d'intervenir. Est-ce que la situation globale du pays ne vous a pas un peu affecté ou gêné dans vos projets ou bien dans les réalisations de la compagnie, de Digicel, de la Fondation Digicel? Bien sûr. Bien sûr, par exemple, pour les visites de projet, ça devient beaucoup plus difficile. L'équipe ne peut pas se déplacer comme elle pouvait se déplacer auparavant. Même les organisations également qui ont des matériaux à acheter, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus cher également. Donc, mais on essaie justement avec notre équipe d'accompagner, de pallier à ces problèmes-là. On s'y fait. Et c'est une des raisons pour laquelle on a dû prendre des agents de terrain aussi, parce que très souvent on avait l'équipe basée à Port-au-Prince, maintenant on est obligé d'avoir des personnes dans les provinces. OK. Pas de pensée, il n'y a pas une pensée pour les gens qui sont actuellement dans des abris provisoires? Non? Non? On n'y a pas pensé? On n'a pas de fonds pour ça? Pas encore? On pense à eux, mais on n'a pas encore les moyens. Non. On n'a pas les moyens. Je vous remercie infiniment et Sophia Stransky. Je regrette de cette dernière question. De vous avoir posé cette question colle, la dernière, évidemment. Non. Écoute, nos écoles ont servi d'abri provisoire dans le temps. Après Cyclone Mathieu, toutes nos écoles, pratiquement dans le sud, ont desservi la population en abri. Mais on n'a pas de fonds pour pouvoir faire... Non, vous fonctionnez à partir d'un budget, ça se comprend. Ça. Oui. Yeah. Je vous remercie infiniment, mesdames, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous parler des réalisations du dernier rapport et du projet Combat pour changement. La Fondation, qui est donc à son 16e anniversaire, c'est ça? C'est bien ça. C'est ça. Donc, je vous souhaite du succès. Merci. Succès continu.
Et tenez bon, les choses sont difficiles, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de la situation du pays. Mais vous tenez quand même. Allez, bonne chance encore une fois et à bientôt. Merci Wendell. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Sofia Stransky, directrice de la Fondation Digicel, accompagnée de madame Jocelyne Gao, responsable de projet et relations publiques. Dans un instant, Jean Félan, responsable politique du parti Les Engagés pour le développement, sera avec nous à la rubrique Le Point. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre deuxième invité, Jean Félan, responsable politique du parti Les Engagés pour le développement. Bonjour. Bonjour, monsieur Wendell Théodore. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, émission et Le Point. Ou même, on va participer ensemble avec docteur Claude Joseph dans la discussion qu'a fait. Qui ça on doit retenu pour parler ou qui commencer et qui pas semblé pour aboutir à grand chose, puisque là un peu mon entendu pour dire que nous buté sur un échec hier. Qui ça on doit connaître? Aider a été invité par les éminentes personnalités de la CARICOM. Et nous-mêmes, nous avons participé, et nous toujours fait, parce que nous-mêmes, nous avons aidé, nous croyons dans le dialogue, nous croyons dans la discussion et dans le débat. Donc, nous sommes allés, nous sommes réunis avec éminentes personnalités ainsi que les autres acteurs politiques de la déclaration conjointe de Kingston. Nous avons profité du moment ça pour nous exprimer préoccupation, préoccupation que nous avons sous crise multiforme que nous vivons là, que la société a traversé, M. Wendell. Et d'autre part, nous avons exprimé position nous et sous crise multiforme ça. D'abord, qui c'est la démission du PM Ariel Henry ainsi que les membres de son gouvernement. Forme dire, M. Wendell, que position ça, c'est position peuple haïtien. C'est position peuple haïtien exprimée à travers les réseaux sociaux, dans la rue, déplacés qui dans la rue au deal, à travers les conversations interpersonnelles. Donc, c'est position peuple haïtien qui aidé nous formuler dans la réunion. Oui, mais est-ce que rapport ça Kembe, parce que Ariel Henry est capable, s'il a besoin de 100 personnes là pour écrire pour lui tout sur les réseaux sociaux, la jeune? Non. Et ça, là, nous dit que la démission du PM Ariel Henry, c'est la position du peuple haïtien. C'est la position du peuple haïtien. Et n'importe quelle enquête nous fait là, rapidement, on va joindre que Sanab Abdoulaye est confirmé. Donc, nous avons exprimé position ça clairement. Et cependant, comme responsable, et nous pas quoi que Dr Ariel Henry, c'est peut-être ça, nous pas quoi que Dr Ariel Henry a levé, puis démissionné, puis qui était clair à aller. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous aider, nous autres, nous pensons qu'il faut que nous discuter sur un départ organisé et planifié du Dr Ariel Henry. Ça, c'était la première position que nous avons exprimée, et M. Wendell. Ensuite, nous demander pour HCTA, les transformer en conseil. Avant d'arriver sur HCTA, nous demandons pour le démissionner, mais nous demandons tout pour venir participer, pour venir chita en personne, non pour parler. C'est ça? Oui. Venir chita pour signer une démission ou bien? Venir chita parce que nous pensons que le Dr Ariel Henry, c'est un acteur important dans la crise multiforme que nous vivons là. C'est-à-dire que, comme acteur, dans la crise là, nous pensons que la présence est importante. De même que les autres acteurs, pour nous discuter, pour nous faire un dénouement à la crise, parce qu'au final, il faut nous planifier et organiser ensemble le départ du docteur Ariel Henry. Bon, moi, si je connais que je viens ici pour me venir signer une démission, si je suis pouvoir me tout titre ça, président, moi, ministre, premier ministre, je vais venir aussi moi-même pour. Monsieur Wendell, dans la situation que nous vivons là, insécurité en cascade, kidnapping, vol, viol, et selon rapport au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, entre janvier et août, plus de 2400 morts.
près de 1000 blessés, sans compter 80% et zone métropolitaine est contrôlée par des gangs. Donc, c'est dire que sur le plan sécuritaire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, humanitaire, c'est de même. Et sur le plan politique, 2 ans après, M. Ariel Henry pas arrivé à accomplir, si vous voulez, aucune mission que par exemple, le feu président Jovenel Moïse était bali, à savoir rétablir la sécurité, organiser un référendum et l'organisation des élections à travers tout le pays. Donc 2 ans après, M. Ariel Henry pas même arrivé à enclencher le processus électoral là. Donc c'est dire que, fort de ces constats, nous demandons pour PM Ariel Henry démissionner. À cause de l'insouciance, à cause de l'échec et manque de volonté. C'est fort de ces constats-là, nous exprimer position, peuple haïtien, qui c'est la démission du docteur Ariel Henry. Donc ce n'est pas une question de pouvoir, M. Wendel, c'est vraiment une question de pays. Moi, je comprends, mais ça qui est, c'est que c'est demander pour venir chita et puis pour nous demander la démission en même temps. Donc s'il connaît que le pas discuter de démission avec lui, est-ce que l'a venu? Est-ce que la vient chita? Est-ce que la vient rencontrer nous? Deuxièmement, Ariel Henry, s'il pose une question, ça lui dit non. Même j'ai été qu'on fait pour Jovenel Moïse, envoyer le président aller, et puis après ça, n'a apprendre qui va diriger le pays. Quelle est l'autre proposition que nous avons? S'il dit oui pour aller, que ce soit un départ ordonné ou pas, qui ça nous va proposer dans la place? Ah, écoutez, proposition nous claire, nous-mêmes nous aider. Nous proposer un conseil présidentiel avec un président désigné qui lui-même a gagné et toutes les prérogatives présidentielles qui a siégé au Palais national. Donc, proposition claire. Et nous pensons que c'est pour les modalités, les autres, c'est pratiquement dans les discussions entre les acteurs politiques qui sont capables de jouer nos solutions. Parce que faut que nous pas penser que, comme quoi, et sans Ariel Henry, écoutez, pas l'autre monde qui prend responsabilité dans le pays et pas l'autre monde qui est capable. C'est clair, non. Écoutez, nous pensons que c'est clair que gagner. Bon, nous connaissons que Ariel Henry lui-même était en mission et que Jovenel Moïse était désigné lui. Maintenant, son successeur, qui est-ce qui a désigné? Monsieur Wendel, et m'a réitéré ça tout à l'heure, c'est que nous pensons, nous-mêmes, nous aider, nous proposer un conseil présidentiel qui a gagné lui-même un président en tête, qui a siégé au Palais national avec toutes les prérogatives présidentielles. Cependant, c'est à travers la discussion que nous pourrons joindre pratiquement modalité pour nous faire ça. Quel est l'avenir du HCT? La élargir ou bien la recomposer ou bien la dissoudre? Nous-mêmes, nous proposons une transformation de HCTA à travers mission, surtout parce que si nous regardons le moniteur qui était publié le mois de janvier 2023, qui dans la sous-section 2A, et article 4 et 5 qui parle de HCTA, pratiquement nous HCTA a une mission participative. Et là, font lecture attentive de HCTA, on voit que pratiquement même verbe utilisé pour parler de HCTA, il y a parlé de veuiller participer, etc. Donc, HCTA n'a pas vraiment gagné un pouvoir de décision. Et malheureusement, nous gagnons de éminentes personnalités dans la HCTA qui l'a, mais de fait, nous, HCTA, et pas servi à grand-chose, malheureusement. Quelle est la place pour le rôle de Montana dans la perspective ou bien dans le débat aujourd'hui? Montana fait partie des signataires de l'accord de Kingston. Donc, c'est un acteur qui signait l'accord de Kingston, qui a participé toi avec nous dans la réunion qui était faite mardi. Moi, envie qu'on ait, est-ce que les signataires de l'accord de Kingston, par exemple, même si nous disons que c'est ça peuple anglais, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Après des départs, Ariel Henry, probablement, pour ne pas dire certainement, il y a un pile monde qui souhaitait même bagarre en tout. Si nous tenons compte de ce qu'on dit là et que pas grand-chose qui fait, ne serait-ce que pour bailler mon sécurité. Nous doutons fort que le docteur Ariel Henry l'a pleuvé pour contre un bon petit matin et puis il dit OK, pour les fonds adresse à la nation, même Jean-Jacques Duval était fait, même Jean-Monde qu'on fait, même les militaires
tu qu'on fait le tout pour lever, pour prendre la parole, pour dire comme ça que bon, pour éviter un bain de sang, moi remettre pouvoir, m'bailler à qui. Maintenant, à qui est-ce que le bail pouvoir ça? Et puis deuxièmement, est-ce que nous sentons que des marches nous ont abouti à des missions pour le ministre Ariel Henry? Monsieur Wendel, il s'agit d'une question de responsabilité. Qui pas assumé depuis longtemps. C'est une question de responsabilité. Moi-même, comme professeur et à l'université, moi, j'ai des responsabilités. Pour me préparer cours, pour me délivrer quoi, pour me bien faire quoi, pour me corriger à temps et pour, au final, l'objectif pédagogique que je m'étais fixé, atteindre. De même que... Je regrette, professeur. Non. Là, nous parlons politique. Non, bien sûr. Et on compte très bien préparer un cours au grand objectif qu'on pourra l'atteindre inévitablement, soit en pile si moun passé ou bien en pile qui pas réussi. Mais là, on a parlé de politique, on a parlé de l'élasticité de la politique. C'est à titre de comparaison. Moi, c'est ça me dit, oui. Ça veut dire que ça... Pas tellement une comparaison. Mais c'est à titre de comparaison. C'est dire que M. Ariel Henry a une responsabilité. C'est là que je veux venir. C'est dire que M. Ariel Henry a une responsabilité. Et la responsabilité, elle était claire. Depuis le feu président Jovenel Moïse a désigné M. Ariel Henry à travers un tweet le 5 juillet, la responsabilité était claire. C'était d'abord, 1, rétablir la sécurité, 2, organiser un référendum afin que doter les sociétés à de nouveaux pactes sociaux, et 3, organisation des élections. Et 2 ans après, une responsabilité ça y est, pas respectée. Donc c'est fort c'est fort de échec, constat d'échec, ça, constat et insensibilité et Dr. Ariel Henry et incompétence face à avec et des responsabilités qu'il a gagnées, il pas respecté. Mais nous rencontrons avec CARICOM, pas vrai? Bien sûr. Qui ça nous dit? Est-ce que nous exposons le problème ça? Évidemment. Et qui ça nous dit nous? Comme des médiateurs, ils tendent nous et fait nous connaître qu'il y a fait message nous ont passé bon côté les signataires de l'accord du 21 décembre ainsi que le docteur Ariel Henry. Et nous-mêmes qui ça nous dit que c'est pas vos messages là fait écho dans nos oreilles, c'est faire Benchita. Bon, évidemment pour une raison simple parce que docteur Ariel Henry sont acteurs politiques importants dans la crise que nous vivons là, et nous estimons qu'il faut que les pays de présence et pour discussion, pour suite de discussion. Jean Félan, excusez-moi si je vous pose la question de manière crue. Et comme ça, vous doit répondre ou vous ne doit pas répondre tout. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que nous avons perdu du temps? Je pense que c'est son question qui est intéressante. Et... Bon, ça doit dire que c'est une question qui est malvenue. Non, même pas c'est intéressant parce que, effectivement, tout l'espoir que Dr. Ariel Henry, ainsi que malheureusement et certains signataires dans l'accord 21 décembre, ils ont fait nous perdre du temps. C'est-à-dire qu'il y a dilatoire qu'a fait. Et ça fait nous, c'est malheureusement, et tout l'espoir que M. Ariel Henry, ainsi que... Et devant ce fait, il y a un groupe hommes et femmes qui font seuls avec le Premier ministre Ariel Henry, il y a Balbacop, il a parlé pour lui, il a fait déclaration pour lui, et lui-même c'est rarement parlé. D'ailleurs, un peu nous reprocher pour le Premier ministre le fait que le pas trop parler à la société, à la population pour dire mais qui côté la peine un pays, mais qui côté le parler, nous n'avons pas senti ça. Mais nous-mêmes, nous croyons que l'Ipral démissionner alors qu'il y a un paquet de monde avec lui qui dit il est beau, il est bien, mon 21 décembre. C'est ça que je dit. Et nous-mêmes, groupe pas nous. C'est comme si nous là, c'est presque son ring que nous y. Nous tous les deux, il y a un peu de monde qui est capable de dire tout, ni bon côté mon 21 décembre, ni bon côté nous tous, nous-mêmes. Il n'y a pas senti intérêt population au centre par rapport à la gravité du problème, par rapport à ça, nous vivons là en tant que peuple. Ou une réponse à ça,
si on dit vous, acteurs, vous, protagonistes, vous n'avez pas mis les intérêts du peuple au centre des discussions. Qu'est-ce que ça nous dit? M. Wendel, M. Ariel Henry, c'est le péché mignon de la plupart des signataires de l'accord de 21 décembre. C'est dire que, par exemple, maintenant de ce maintenant, plusieurs signataires qui ont demandé M. Ariel Henry pour l'agir. Donc ça, c'est quand même un oxymore. Un Premier ministre là pour l'agir. Donc c'est où senti que un malaise et bon côté allié, certains alliés de Dr. Ariel Henry face à incompétence. Par exemple, M. Ariel Henry pas dit rien dans ça qui a passé à Kafoufeur là. M. Ariel Henry pas dit rien dans ça qui a passé solide au Front National, etc. Tout ça. Donc c'est dire que si on bagay qui patent, c'est que M. Ariel Henry est insensible face à souffrance. Pour les cas d'autres que l'occuper, il y a un pilote bagaille important à faire. Occuper à ne rien faire. Parce que ça qui est sûr, si le tape font bagaille, nous ne pouvons pas vivre situation que nous avons là. Il cas occupé à ne rien faire. Mais pour nous autres, population, ils pas joindre ça droit primordial qui c'est droit à la sécurité. Donc c'est dire que effectivement bon côté pouvoir là qui d'ailleurs qui gagne tout appareil l'État dans main pour mettre sécurité et répondre avec besoin de population, il n'y a pas arrivé à faire. Donc nous autres, de l'accord de Kingston et nous autres à aider, nous conscients de situation et malouk humanitaire ça que nous vivons là, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous toujours participer dans le dialogue pour dénouer la crise là, et c'est peut-être ça nous fait des propositions que nous fait appel à acteurs et à acteurs pour vraiment intérêt supérieur nation afin que nous résoudre la crise là au plus vite que possible parce que ça là les malouks et nous pensons que les peuple haïtien pas qu'attendre. Et si Ariel Henry t'a bénéficié de soutien de l'international? Au cas où il bénéficiait de soutien international, nous-mêmes, nous autres, et nous pensons que l'international là, il y a vivre, ça n'a vivre là, il y a vivre situation humanitaire là. Il y a vivre situation déplacée dans le pays. Donc, international là, c'est pas une institution qui s'ouvre, si vous permettez de parler comme ça, la communauté internationale n'est pas aveugle face avec cri peuple haïtien. Donc, et fort et conscient de situation de crise multiforme dans la. C'est ça qui expliquait la présence des éminents de la personnalité de la CARICOM une troisième fois en Haïti. Et une fois à la Jamaïque. Donc, ils sont conscients de situations de pourrissement, de situations dégradantes que nous vivons là. Donc, l'international là, il n'est pas inconscient, il n'est pas aveugle, il vivre une situation humanitaire malouque que nous vivons là. Et c'est fort de cela, comme je dis là, qu'ils ont participé activement dans la solution pour jouer un dénouement avec la crise que nous vivons là. Est-ce qu'au niveau de. Je peux dire comme ça, et si le Premier ministre Ariel Henry a une opposition en face aujourd'hui, c'est à nous-mêmes? Kingston, c'est ça? Mais c'est pas ça. C'est peuple haïtien. C'est peuple haïtien. Parce que ce soit nous autres à aider, position nous exprimer. C'est position peuple haïtien que nous formulons. Donc, si opposition avec M. Ariel Henry, c'est peuple haïtien qui lui-même demandé sécurité, qui lui-même demandé une amélioration des situations socio-économiques, qui lui-même demandé pour une lot. Je comprends des diplomates qui ont parlé, ils disent que jusqu'à présent, il n'y a pas de gens ou interlocuteur fiable en face. Et qui ça nous dit comme réponse par rapport à ça? Est-ce que vous sentez entre nous il y a une possibilité pour nous jouer un consensus, effectivement, et que tu as dans nous, il y a un monde qui sortit et que même international, qui dit, ah, ça, monsieur ça, ou madame ça, n'est pas mal
nous avons essayé de dialoguer avec lui pour nous sortir pays dans ce sens-là. Monsieur Wendel, et question m'a posée, oui. pas de problème. Moi, faut nous pas vraiment tomber dans une situation comme quoi que M. Ariel Henry, c'est seulement citoyen haïtien qui est capable. C'est le dernier monde pour que tu aies ça. Oui, donc c'est ça que je répondre. Je vous pose la question parce que vous entendez des paroles interlocuteurs ou bien les n'a discuté avec international nous-mêmes, t'as semblé nous pas toujours mettre pays en devant tout. Même Jean, M. Ariel Henry, a l'impression que le pays en dehors, pas besoin qu'on dise passer, tout le monde de mettre disparaître depuis là et puis avec tout le cortège, pas de problème. Il y a l'impression, tout bon côté, cette opposition, que si bagay pas nous n'a réglé, c'est retirer corps, nous ne mettez pas, il y a l'impression, tout. Dis-moi ce que vous pensez. Bon, et nous-mêmes, dans la réunion que nous gagnons avec les éminentes personnalités de la CARICOM, c'est pas ça qu'on dit. Nous exprimer, nous toujours exprimer position nous, qui c'est position peuple haïtien, qui c'est position pays. Parce qu'au final, ça nous demande. En résumé, position peuple haïtien, c'est qui ça? Position peuple haïtien claire. Je pense qu'après 2 ans de Dr. Ariel Henry au pouvoir, il n'est pas arrivé à le minimum, qui c'est la sécurité. Capacité pour gagner, pour vaquer à l'occupation, à le travail, et vendre. Donc c'est minimum, et le peuple haïtien n'est pas exigeant. C'est minimum de sécurité. Et fort de cela, 2 ans après, M. Ariel Henry n'a rien fait et le peuple haïtien a demandé démission. Voilà la position. Jean Félon, ou c'est responsable politique du parti Les Engagés pour le Développement. Le parti dirigé par le Dr. Claude Joseph. Oui. C'est ça. Ah ben, moi, merci que votre méthode disponible pour nous matin. Est-ce qu'on a des mots, on a des messages? En plus de. En plus de ça, on dit déjà. Nous-mêmes, nous avons aidé les engagés pour le développement et nous ne sommes pas insensibles face à la situation humanitaire qui crée Cafoufeuille et Nazon, de l'autre côté, de déplacés, de gens qui étaient propriétaires, qui viennent locataires, et qui pratiquement, je dis, à l'abdomen. Et dans ce sens-là, dans le week-end qui était passé, le mouvement Femmes Aidées, qui est une structure aidée, a organisé une journée de solidarité en faveur des déplacés de Cafoufeuille. Et dans le même sens, ça, 17 septembre, donc dimanche qui vient là, aider, gagner une marche pacifique que nous avons organisée et en solidarité avec toutes les victimes de l'insécurité. Donc dans ce sens, ça, nous avons pour parler avec des acteurs politiques et d'organisations et nous faisons appel solennel. Nous faisons appel solennel à tout l'autre parti politique, à tous citoyens, étudiants, élèves, marchands, écoliers. Nous demandons tout le monde rejoindre nous afin que nous lancions cri ça dans la rue pour nous dire non, nous avons besoin de sécurité. Comme Haïtiens, nous méritons vivre, nous voulons vivre. Donc, merci, monsieur. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.